Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Et voici le sommaire. Mon invité, c'est Raphaël Hacher, la responsable du Greenwashing Comedy Club, ou comment sensibiliser, mais aussi se mettre en action grâce à l'humour. Dans notre débat, on verra comment protéger l'océan des déchets avec Wings for the Ocean, qui protège et nettoie le littoral et les fleuves français. Et puis, dans notre rubrique Startup, vous découvrirez les camions à hydrogène d'Heiliko, des poids lourds rétrofités qui circulent déjà sur les routes françaises. 3 thèmes, 30 minutes pour les développer. C'est parti. L'invité de ce Smart Impact, c'est Raphaël Hacher. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes responsable du Greenwashing Comedy Club. C'est quoi? C'est un collectif d'humoristes en quelque sorte? Exactement, le Greenwashing Comedy Club, c'est un collectif d'humoristes qui a été créé en 2020 et dont le but, c'est de parler de transition sur scène. Donc comment ça se passe? Ça se passe qu'on a des soirées en public, beaucoup en région parisienne, mais aussi ailleurs. On joue pas mal à Lyon, à Rennes, à Bordeaux notamment. Et donc on va être sur scène et on va parler de plein de trucs, dont de la transition. Et qu'est-ce que ça veut dire la transition pour nous en tant qu'humoristes? Okay. Et en tant que personne qui vit dans la société et qui fait des blagues dessus. c'est un regard particulier sur ces enjeux. Alors nous, on l'aborde avec le sérieux journalistique, mais les mêmes thèmes, vous les tordez, Ouais, les mêmes thèmes, on les tord. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé sur un plateau de stand-up, mais ça parle de tout et c'est un art qui est très personnel. Donc on va beaucoup parler de moi, qu'est-ce que ça veut dire pour moi. Oui, on raconte un peu sa vie aussi. On raconte sa vie, voilà, le code, c'est il n'y a pas de quatrième mur et on raconte sa vie. Et la transition, c'est un sujet qui est profondément dans nos vies, donc qui a des impacts sur nos vies, que ce soit dans nos modes de consommer, dans nos rapports avec les gens, dans nos angoisses, dans nos projections. Et donc tout ça, ça a des impacts qu'on vient raconter, et on espère que c'est drôle, vu que c'est quand même ça le but à la base. Oui, ça c'est toujours l'inconnu avant de démarrer un spectacle. Mais est-ce qu'il y a des modes dans les thèmes? Alors vous avez assez peu de recul, mais vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que j'en sais rien, on parlait plus d'énergie, on parlait plus. Enfin, est-ce que vous voyez poindre ces tendances de la société, vous les ressentez aussi sur scène finalement déjà, je pense qu'on en parle de plus en plus. Ouais. Je pense qu'il y a quelques années, d'ailleurs, quand Anne a lancé le Greenwashing Comedy Club, Anne Dupin, exactement. Quand Anne Dupin a lancé le Greenwashing Comedy Club, moi à cette époque-là, j'étais pas du tout dans l'humour, j'étais vraiment juste dans le climat à ce moment-là. Ce qu'il y avait sur scène, je pense que c'était surtout des choses finalement assez clichés, assez distantes. De dire vous avez remarqué, les végétariens, ils sont faibles. Parce qu'ils mangent trop de soja. Voilà. Enfin, je pense que c'était un peu ça, l'humour sur l'écologie il y a 4-5 ans. Il y avait quand même des pionniers, Nicolas Mérieux par exemple, qui fait de l'humour dans des fermes. Il était déjà assez engagé, il faisait déjà des choses assez profondes. Mais voilà, ce qu'il y avait sur les plateaux de stand-up, c'est des choses assez légères. Et je pense que de plus en plus, c'est rentrer dans les mœurs que sur un plateau d'humour assez classique, on va parler plus de ce que ça nous fait dans nos vies. Il y a beaucoup de trucs sur les rapports avec les partenaires, les rapports avec les enfants qu'on voudrait avoir peut-être. Donc je pense que ça devient un peu plus profond qu'il y a quelques années. Est-ce que vous réussissez à vous moquer de l'éco-anxiété ? Ouais, on se moque beaucoup de l'éco-anxiété, bien sûr, de qu'est-ce que ça nous fait, que ça nous fait mal, qu'on y réfléchit. Ouais, moi, j'ai pas mal de sketchs autour de l'éco-anxiété. Je pense que mon sketch préféré, c'est un sketch sur le BDSM écolo. C'est quoi le BDSM écolo? C'est une très bonne réaction à cette question, que ça fait vraiment mal de parler de climat, mais qu'au fond, on aime quand même un peu ça. Voilà, on regarde Smart Impact, on continue à se renseigner, même si on est anxieux, mais on aime bien l'entretenir quand même un petit peu. Oui, effectivement. Pourquoi l'humour, c'est un levier important de sensibilisation? Je pense que c'est un levier de sensibilisation pour plusieurs raisons. Il y en a une qui est que on retient ce qui est mémorable. Donc on va retenir une bonne formule, on va retenir un geste particulier. Une émotion particulière. Donc je pense que ça peut planter une petite graine quelque part. Ça ne vient pas remplacer une conférence, mais je pense qu'on peut retenir un angle, quelque chose. Donc ça, c'est une partie. Je pense qu'il y a une partie aussi qui est que ça fait faire communauté. Et ça, c'est hyper important. C'est quand même des sujets qui divisent pas mal, les sujets de transition, de climat. Et mettre de l'humour, ça peut faire du lien. Par exemple, il y a quelques semaines, je jouais dans un événement dans une communauté de communes qui est un territoire agricole. Et c'était un événement de lancement d'une politique climat sur un territoire agricole. Donc là, on entend tout de suite qu'il va y avoir des enjeux entre les agriculteurs, le climat. Et j'ai ouvert cet événement. Et le but, justement, c'était de mettre un peu de lien sur une discussion qui allait être potentiellement un petit peu tendue.
Donc voilà, ça, je pense que c'est important. Et est-ce que justement, ça vous arrive sur un événement comme ça ou sur d'autres soirées auxquelles vous participez, d'avoir des spectateurs, des spectatrices qui viennent vers vous après, qui disent « Ah tiens, ça m'a fait changer d'avis » ou alors « Ça m'a donné envie de passer à l'action ». Vous voyez ce que je veux dire? Ça m'a fait changer d'avis. Je pense qu'il faudrait être très optimiste. Enfin, je ne suis pas sûre qu'on puisse faire changer d'avis avec une phrase, mais en revanche, ça arrive souvent d'avoir des discussions intéressantes après une soirée d'humour où on va avoir des gens qui vont nous dire « Franchement, quand j'ai vu Climat, je me suis dit « Oh là là, ça va être… » Et en fait, j'ai passé une super soirée. Ou des gens qui me disent « Ah ouais, tel truc c'était intéressant, tel angle. » Donc changer d'avis, peut-être que c'est un peu optimiste, mais en tout cas enclencher un débat, enclencher une réflexion, oui. Dans quel type de lieu vous jouez? C'est les entreprises? C'est, vous disiez, des collectivités locales? On joue dans plein de types d'endroits. On a des lieux de résidence, notamment l'Académie du Climat à Paris, où on est en spectacle toutes les 2 semaines environ, et dans pas mal d'autres lieux. Et on joue aussi beaucoup à l'appel d'organisations, de collectivités, d'entreprises, de festivals. Donc voilà, on a nos événements en propre et nos événements où on participe à des événements. Et alors, je rejoins la question de tout à l'heure. Est-ce que vous croisez beaucoup de climato-sceptiques? Les gens qui viennent voir en disant « Bon, tout ça, c'est n'importe quoi ». Pas tant que ça. Alors, bon, je pense qu'il y a un peu un biais de sélection à l'Académie du Climat. Les gens qui viennent voir le Greenwashing Comedy Club, a priori, ils ne sont pas climato-sceptiques. Mais bon, en même temps, si c'est des agriculteurs qui participent à un événement qui est organisé par une communauté commune, bon. En tout cas, bon, je pense qu'il y a 50 nuances de climato-sceptiques. Je pense que j'ai jamais croisé quelqu'un qui me dit le changement climatique, ça n'existe pas. En revanche, des gens, quand on dit climat, qui se tendent un petit peu et qui se disent « Ah là, encore une bobo parisienne qui vient nous parler de voitures électriques », ça oui, on en croise beaucoup. Et là, c'est là où je pense que le rôle de l'humour est important pour venir créer des ponts et pour se dire, au fond, on parle de la même chose, quoi. Enfin, je te parle de ma vie et je te parle de choses qui me font réagir, qui me donnent de l'émotion. Et donc ça, oui, beaucoup. Vous l'avez dit, ce collectif d'humoristes a été créé par Anne Dupin, qui était salariée dans la finance, je crois. C'est le cas de beaucoup de... Enfin, c'est votre cas, vous bossez chez AXA Climate, c'est ça? Il y a beaucoup des humoristes qui sont membres du Greenwashing Comedy Club qui ont ce côté double vie, entre guillemets. Ouais, bon, déjà, il y a beaucoup d'humoristes qui ont un côté double vie parce que pour des raisons bassement matérielles. Donc ça arrive. On vit pas encore de l'humour, donc on fait autre chose. Donc il y a beaucoup de gens qui ont une double vie et il y en a certains qui l'ont dans des boulots plus ou moins écolos. Hier, je jouais avec un copain qui travaille chez Bio, c'est bon. Voilà, donc qui vend des légumes bio la journée, qui fait des blagues sur les légumes bio le soir. Et je pense qu'il y a aussi un biais de on écrit sur les choses qui nous importent et si on travaille sur ces choses qui nous importent, tout ça finit par faire quelque chose d'assez cohérent. Et vous voyez de la complémentarité avec votre métier chez AXA Climate? Bien sûr, énormément, à la fois dans les sujets que je traite et je pense que ça se nourrit positivement. Je pense que je suis une meilleure consultante formatrice depuis que je fais de l'humour et que en fait j'ai une bonne maîtrise de la scène et j'intéresse les gens. Et alors, je ne vais pas faire des blagues aussi. Je ne vais pas arriver devant des clients en disant « Est-ce que vous êtes chaud ce soir ?» Mais vous en glissez quand même quelques-unes. J'en glisse quelques-unes et même, je pense qu'il y a quelque chose d'aisance scénique qui se retranscrit. Et aussi, ça me nourrit aussi mon écriture d'être en prise avec les enjeux réels. Et alors, justement, chez AXA Climate, c'est quoi votre rôle? Je suis consultante sur des enjeux de finances durables et je fais beaucoup de formations auprès de clients sur les enjeux de finances durables et de transition au sens large. D'accord. Je voudrais qu'on parle d'une manière générale de cet enjeu d'acceptabilité et du rôle finalement des métiers de la création en général, du cinéma à la pub, en passant par l'humour ou la télévision et les médias évidemment, on s'inclut dedans. Est-ce qu'on a raté une marche d'une certaine façon? Vous voyez ce que je veux dire, en étant beaucoup sur la culpabilisation, la transition anxiogène, etc. etc. Possible. Après, je pense que c'est quand même important de parler de ces sujets-là. Moi, je me méfie aussi. Parfois, il y a des gens qui nous appellent avec le Greenwashing Comedy Club et qui nous disent « Oh, c'est trop anxiogène, on a besoin de faire rire. » Et oui, mais il ne faut pas non plus faire rire en oubliant qu'il y a des constats qui sont là et que c'est pas
que du léger et que c'est pas juste parce qu'on crée un nouvel imaginaire qu'on peut créer un imaginaire positif sans nier la gravité du constat. Ça ne doit pas être un écran de fumée. Voilà, ça ne doit pas être un écran de fumée. On ne fait pas rire en disant vous inquiétez pas, finalement c'était pas si grave que ça. Et donc je pense qu'on n'a pas non plus raté une marche parce qu'il faut poser la gravité du constat et il faut aussi secouer. Mais en revanche, c'est une des jambes et l'autre jambe, c'est de se dire c'est pas que du négatif, c'est aussi du positif et surtout il y a des choses difficiles mais on les fait ensemble et là il y a un vrai rôle des médias, du contenu pour créer un peu cette communauté qui donne envie d'agir. Oui, vous dites ça aussi parce qu'on a encore besoin d'avoir un tronc commun de connaissances sur la réalité du changement climatique. On a besoin d'avoir un tronc commun de connaissances et on a aussi besoin de réagir à un moment. C'est pas juste on verra quand on aura le temps. Donc je pense que juste le côté très positif peut ne pas suffire à donner un petit peu la claque qu'il faut prendre aussi pour avoir envie d'agir. C'est quand votre prochain spectacle? Vous jouez où? Je joue samedi au Festival de l'écologie populaire au Kremlin Bicêtre. Et je joue lundi soir mon spectacle dans un théâtre dans le 11e arrondissement qui s'appelle La Comédie des Trois Bornes. Et alors, si on est chef d'entreprise ou cadre d'entreprise, responsable RSE et qu'on veut se mettre en contact avec le Greenwashing Comedy Club, comment ça marche? De manière très originale, une adresse mail qui s'appelle greenwashingcomedyclub@gmail.com. Très difficile à trouver. Et voilà, c'est des choses qu'on fait beaucoup et à la fois on fait des spectacles un peu génériques où on parle de ce dont on parle d'habitude et on fait aussi beaucoup de spécifiques où on va écrire sur les enjeux du secteur, sur les enjeux de l'entreprise, un petit peu de roast, on va se moquer un peu gentiment de... donc vous pouvez vraiment vous adapter à l'entreprise dans laquelle vous allez intervenir. C'est ça. Merci beaucoup, Raphaël Acher, et à bientôt sur Bismart Challenge. On passe tout de suite à notre débat, la lutte contre les déchets, la préservation de l'océan. C'est le débat de ce Smart Impact avec Clara Piget. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice, responsable des opérations de DIFT. Sarah Chouraki, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi. Vous êtes directrice générale de Wings of the Ocean. Alors, Smart Cause, on se voit à peu près une fois par mois pour faire la promotion d'une des causes, d'une des associations que vous accompagnez. On va quand même rappeler en quelques mots ce qu'est DIFT, Clara. Avec plaisir. Donc DIFT, c'est une société qu'on a créée avec mes associés il y a 3 ans maintenant. On a créé une plateforme technologique qui permet aux entreprises de sourcer, rencontrer, identifier des associations qu'elles pourraient financer. On les accompagne sur le volet juridique, administratif du mécénat et ensuite sur la mise en avant du mécénat et la participation de leurs collaborateurs, leurs clients. Donc concrètement, on fait du mécénat participatif intégré dans des parcours clients ou des programmes de fidélité de grandes marques, par exemple. Oui, donc c'est des cadeaux, des dons, des cadeaux qui se transforment en dons, on peut dire ça comme Exactement. Donc DIFT, c'est la contraction de don et gift. Et donc on a permis à un certain nombre d'entreprises, presque 300 aujourd'hui, de remplacer des cadeaux qui sont faits dans le cadre des fêtes de fin d'année, de programmes de fidélité, de remerciements collaborateurs ou clients, par des dons préfinancés à des assos. Et c'est le client ou le collaborateur qui choisit quel asso sera financé. Et donc, parmi ces associations, il y a Wings of the Ocean. C'est quoi votre mission? Donc, Wings of the Ocean, c'est une association de protection des océans. Donc, on est une association française qui œuvre sur la façade atlantique et méditerranée. Nous, notre vision, c'est un océan sans déchets. Aujourd'hui, il faut savoir que chaque minute, il y a un camion de déchets qui se déverse dans l'océan. Donc, je crois que l'émission, elle dure à peu près 10 minutes. Il y aura 10 camions, jusqu'à que tout le monde se le dise. Et en gros, d'ici 2050, si on ne fait rien, il y aura plus de plastique dans l'océan que de poissons. Et donc nous, on veut éviter ça parce que la bonne santé de l'océan, c'est notre bonne santé à tous. Et donc notre mission, il y a un peu 2 axes principaux. La première, c'est de lutter et mobiliser sur le terrain pour documenter la pollution sauvage. Donc en fait, chaque déchet, finalement, c'est une donnée pour des scientifiques. Et on inspire pour changer les comportements et tendre vers de la sobriété. Parce que pour nous, la solution, elle passe aussi par moins produire de plastique pour qu'il y en ait moins dans la nature. Évidemment. Avec quelques chiffres, 145 tonnes de déchets ramassés en 1300 collectes, 50 000 personnes sensibilisées. Une collecte, ça se passe comment ? C'est à l'embouchure du fleuve, c'est sur le littoral. Où est-ce que vous êtes le plus efficace en quelque sorte? Oui, tout à fait. Mais en fait, il faut savoir que 80% des déchets qui finissent dans l'océan viennent de l'intérieur des terres. Donc nous, on a décidé de faire nos actions à terre, donc sur les littoraux et parfois sur les fleuves. Nous, on a 2 façons d'opérer. On a à la fois ce qu'on appelle des missions, c'est-à-dire qu'on va accueillir des bénévoles qui vont s'engager pour 1 mois minimum et qui vont être formés et qui vont faire en moyenne 3 actions de ramassage par semaine. Donc ça veut dire quoi? On se balade En fait, on choisit une zone,
elles sont assez prédéfinies, parce que souvent on revient sur les mêmes zones aussi pour comparer d'une année sur l'autre ou d'un mois sur l'autre. Et on va installer une grande bâche. Et après, du coup, on va être avec nos bénévoles et parfois du grand public. C'est toujours ouvert comme action. Et donc, on va ramasser le plus de choses en un certain temps. Et après, on va étaler les déchets sur la bâche. On va les trier, on va les peser. Et après, on va les renseigner dans un outil de sciences participatives qui va être destiné aux scientifiques, aux communes, pour pouvoir comprendre en fait qu'est-ce qu'on trouve sur les plages. Clara Piget, pourquoi cette association, vous avez décidé, parce que vous sélectionnez évidemment les associations que vous proposez aux entreprises, qu'est-ce qui vous a séduit? Alors nous, on a décidé de travailler avec Wings pour différentes raisons. Bon, déjà pour l'ampleur massive du problème qui est traité. On fait face donc à tous les chiffres que Sarah citait sur la présence du plastique dans les océans, la nécessité de résoudre ce problème à la source. Donc c'est un projet c'est un sujet qui nous tient beaucoup à cœur chez DIFT, trouver des solutions qui remontent le long de la chaîne et se disent ok, comment je fais pour avoir moins de plastique à l'origine. Donc on va faire du plaidoyer, on va aller ramasser sur le littoral plutôt qu'attendre que les déchets soient arrivés en mer. L'autre sujet, c'est on essaye toujours de sélectionner des projets qui peuvent avoir un impact sur le long terme. Quand des associations comme Wings embarquent des classes de CM2 pour faire des ramassages et leur expliquer l'impact de ces déchets, on a aussi des citoyens, citoyennes de demain qui sont rentrés dans une boucle vertueuse. Et aussi, c'est une asso qui a pu se déployer sur tout le territoire avec des antennes de bénévoles. Et donc, on voit qu'il y a un impact aussi qui arrive à être présent sur beaucoup de territoires différents. Et donc aussi embarquer des entreprises sur plein de territoires différents. Donc ça, c'est un sujet important pour nous. Et enfin, les collaborateurs et collaboratrices des entreprises peuvent aller un peu plus loin que le financement de leur boîte avec ce type de société, puisqu'il y a ces grands ramassages qui sont organisés, la possibilité de visiter des missions ou des lieux sur lesquels il y a des ramassages. Donc, oui, donc ils peuvent aussi venir participer à des opérations de ramassage. Vous envoyez les effets, parce qu'il y a les données, enfin, ces déchets finalement qui rentrent dans une base de données qui permettent ce que je comprends, c'est de remonter à la source, savoir d'où ils viennent, et donc peut-être de sensibiliser les entreprises à moins en produire. Il y a déjà ça? Oui, tout à fait. En fait, il y a ça, c'est de se rendre compte en fait, que ces déchets qui sont produits, même s'il y a de la collecte, du recyclage qui existe, en fait, il y en a toujours qui finissent à la mer et c'est pas possible. Donc, c'est complètement dire aux marques, et parfois on a les noms des marques, donc c'est aussi il y a une consolidation au niveau mondial de ce problème mondial, parce que les fabricants sont des grosses entreprises souvent. Et il y a quand même se rendre compte. Donc, à la fois, on a parfois des bonnes nouvelles. Là, il y a une étude qui est sortie récemment du CEDRE, qui est du coup un organisme qui suit la pollution, qui comparait justement ces zones, et c'est ce que je disais, c'est qu'hier on a fait un ramassage typiquement sur une zone avec une classe de CM2 où c'est 100 mètres qui sont analysés, et on voit quand même que les lois qui ont permis du coup de lutter un peu contre le plastique améliorent la situation, mais il y a encore trop de plastique. Mais alors comment, c'était la question que j'allais vous poser, est-ce que vous voyez un écosystème se régénérer en quelque sorte suite à une opération de ramassage? C'est assez mitigé, ça dépend des endroits, et en tout cas ce qu'on voit c'est que c'est pas assez. Et en fait nous ce qu'on défend c'est qu'aujourd'hui la France a été très forte pour faire des lois contraignantes comme la loi AGEC ou le traité européen. En revanche c'est pas forcément appliqué sur les territoires, et donc nous on veut aider aussi les territoires à se mobiliser et à appliquer la loi, et aussi aller chercher les financements qui sont liés là-dessus, parce qu'il y a des financements qui existent. Oui, ça veut dire que vous pouvez travailler aussi en partenariat avec des collectivités locales, par exemple? Oui, tout à fait. Nous, c'est ce qu'on essaie de faire, notamment au niveau des missions, et de faire un bilan de ces missions, de faire des tables rondes avec les territoires pour mieux comprendre. Donc nous, on se positionne en accompagnement des territoires. Est-ce qu'il y a d'autres causes similaires que DIFT accompagne, Clara? Alors oui, déjà, sur les océans, on a beaucoup d'assauts parce qu'il y a plein de thématiques différentes pour protéger ces espaces-là, de restauration des récifs coralliens, etc. Je le note parce que c'est très différent de ce que fait Wings, mais comme il y a la conférence des Nations Unies sur l'océan qui approche au mois de juin. Oui, qui aura lieu à Nice. Exactement. On pousse beaucoup ces sujets-là en ce moment pour mobiliser les entreprises, leurs collaborateurs. Et sur le sujet du plastique aussi, on travaille avec No Plastic in My Sea, qui a une grosse action de plaidoyer pour la réduction de production du plastique. Donc voilà, c'est des assos qui travaillent main dans la main et sur les mêmes sujets. Si on est dans le constat, quand ces déchets arrivent en mer, c'est déjà trop tard?
Ah oui, bien sûr. Oui, c'est pour ça que toute action est faite pour aller le plus en amont possible. Et nous, ce qu'on privilégie, c'est en effet la collaboration avec les autres associations. Donc, comme disait Clara, nous, en fait, on se parle entre associations pour se dire comment chacun peut agir avec ses forces pour réduire le problème. Donc, nos Plastic Innovative vont être plus sur la législation. Nous, on va plus être sur le terrain pour donner de la data et agir auprès des territoires. Et nous, il y a vraiment un rôle aussi de mobilisation des collaborateurs ou des bénévoles, du citoyen, pour faire vivre une expérience qui permette aussi de changer nos comportements. Et est-ce que c'est un secteur d'innovation? Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on reçoit, moi j'en ai reçu ici, des entreprises avec des idées pour récupérer les déchets en mer le plus possible. Vous parliez on met une bâche, etc. Est-ce que ça fait partie des axes de réflexion, ça, pour être encore plus efficace dans la façon de récupérer les déchets là où vous intervenez? Nous, on est vraiment aujourd'hui sur de la réduction à la source et dans le changement de consommation. C'est-à-dire qu'en fait, on ne veut pas ramasser une bouteille plastique à la mer. En fait, on veut avoir une gourde qui évite que ce déchet existe. Oui. Donc vraiment, nous, c'est ça notre... C'est intéressant ce que vous dites, parce que ça veut dire que si on se focalise trop sur la recherche de solutions de ramassage, on en oublie le point de départ, c'est ça? Exactement. Nous, c'est vraiment ça qu'on dit. C'est vraiment le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Et en fait, ça demandera de la ressource, ça demandera de l'impact écologique en fait, de quelque chose qui a été produit, qui a été transporté, qu'on va utiliser une machine pour le ramasser. Donc en fait, quand on a une démarche vraiment écologique, en fait, il faut surtout ne pas produire ces déchets. De quelle manière on peut vous aider, participer à l'aventure, en dehors de passer par DIFT, évidemment? Oui, en fait, nous, il y a un peu 3 choses à retenir pour nous aider. La première, elle est évidemment financière, parce que c'est quand même le nerf de la guerre des associations. Donc c'est à la fois avec du mécénat, c'est à la fois avec des dons particuliers. On a pas mal de mécanismes aussi qui marchent bien avec des intégrations des clients ou des collaborateurs comme les arrondis sur salaire ou les arrondis en caisse ou ce genre de choses qui aident beaucoup, ou des mécanismes comme DIFT où ça va être dans les cartes cadeaux. Donc ça nous tient beaucoup à cœur. On a le temps qu'on peut passer avec nous. Donc rejoignez-nous sur les territoires. Donc le 24 mai, il y a une opération de ramassage pour le mégoton. Donc c'est un gros ramassage de mégots qui reste un des déchets les plus ramassés. Parce que ça met très longtemps à se détruire le mégot. Il ne faut jamais l'oublier. Exactement. Le 8 juin, c'est la journée de l'océan. Donc pareil, si vous voulez vous rejoindre une antenne pour faire des actions, on sera à l'UNOC justement à Nice avec le Kraken, notre bateau emblème qui permet de faire des visites du bateau et de la sensibilisation sur les enjeux justement plastiques. On sera à Nice au mois de juin et à Marseille au mois de juillet. Et ensuite, après, c'est s'inscrire à notre newsletter ou sur nos réseaux sociaux pour suivre et communiquer et devenir en fait ambassadeur de la cause aussi auprès des gens qu'on peut connaître autour de nous. Et ça marche, la perspective du sommet, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, est-ce que vous sentez, vous, que parmi vos clients, justement, ils veulent flécher vers la défense de l'océan? On sent et on voit que événementialiser le don, c'est quelque chose qui fonctionne. En fait, c'est des choses qui, d'ailleurs, fonctionnent depuis longtemps. On a Octobre Rose qui, tous les ans, permet d'avoir des grandes mobilisations. La Journée pour les droits des femmes est aussi un moment de mobilisation. Et là, on voit que ce sommet qui a lieu au mois de juin a un peu généré un mouvement autour de l'année de l'océan. Donc on a pas mal d'entreprises qui nous ont contactés en disant comment on trouve les bonnes associations, est-ce qu'on peut organiser quelque chose à thématique pour le mois de juin. Donc oui, événementialiser, trouver d'autres occasions que la fin d'année et le calendrier fiscal pour donner, ça marche et ça permet aussi de créer de l'adhésion un peu plus populaire, si je peux dire, dans les entreprises. Merci beaucoup, merci à toutes les deux et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, les startups à impact. Smart Ideas avec Ovarit Trunk, bonjour. Bienvenue, vous êtes le DG, le directeur général d'Illico, entreprise fondée avec Florent Bergeret en 2020. C'est quoi Illico ? Alors, Illico, c'est le premier acteur en France aujourd'hui du poids lourd hydrogène. Donc, lorsqu'on parle en fait de poids lourd hydrogène, il faut en fait se rendre compte qu'aujourd'hui, le transport, c'est à peu près 24% des émissions en fait de CO2. Et il y a un invariant, malheureusement, c'est que avec notre activité, la demande en fait de transport augmente. Et avec ça, naturellement, il y a un autre invariant qui est celui que les émissions de CO2 augmentent et donc la température globale en fait de notre planète, malheureusement, augmente avec tous les conséquences en fait qu'on commence à observer, que ce soit d'un point de vue humain, d'un point de vue sociétal. Et on a voulu apporter une solution qui soit très très simple, très très concrète pour pouvoir permettre au secteur du transport de tout simplement de se décarboner. Et donc, alors la solution, c'est quoi? C'est de prendre un poids lourd existant et de le rétrofiter, comme on dit, de le transformer? Exactement, puisque aujourd'hui, on s'est rendu compte que l'hydrogène, en fait, c'est une énergie qui est une énergie propre et dont on a besoin pour pouvoir
décarboner en fait notre économie et en particulier dans le secteur du transport et de la mobilité, on peut l'utiliser comme carburant. Or, il n'y a pas forcément en fait une offre très étendue aujourd'hui de poids lourds hydrogène. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est de prendre en fait des poids lourds existants, poids lourds diesel, thermiques, émetteurs en fait d'émissions et émetteurs en fait de polluants, et les transformer en poids lourds zéro émission avec un carburant propre qui est l'hydrogène. Oui. Mais alors, qui finance ça et que deviennent ces poids lourds? C'est des entreprises qui ont une flotte et qui se disent il faut la verdir, par exemple? Tout à fait, tout à fait. Donc, on travaille avec des transporteurs et leurs donneurs d'ordre qui ont des objectifs de décarbonation et qui sont aussi en fait très engagés aujourd'hui à mettre à la route donc des véhicules propres. Et ce qu'ils nous demandent de faire, c'est soit d'aller en fait travailler avec des véhicules qu'ils ont en flotte, soit tout simplement d'aller acquérir des véhicules donc sur le marché secondaire, qui sont des véhicules usagés. Et on sait qu'à un moment donné, sur le secteur du véhicule usagé, il sort en fait du marché européen. Et nous, on souhaite les garder sur le marché européen et de les transformer en véhicules propres. Et donc, on a d'autres technologies propriétaires qui nous permettent de le faire. On enlève en fait tout ce qui est relatif en fait à un camion diesel, donc des réservoirs diesel, un moteur diesel, la boîte de vitesse qui est adaptée, puis on installe un moteur électrique, une pile à combustible, des réservoirs hydrogène, et donc l'hydrogène est transformé en électricité et entraîne donc le moteur électrique. Et donc on a un véhicule purement zéro émission à l'échappement. Ouais. Alors il y a toujours la question qu'on doit vous poser 1000 fois du carburant. C'est-à-dire il faut le trouver, il n'y a pas vraiment de réseau. Donc, alors justement, vous avez tout à fait raison, c'est que si on avait uniquement en fait, un véhicule, pour l'utiliser, ça serait compliqué, donc il faut avoir accès au carburant. Donc le choix qu'on a fait est depuis en fait, l'été 2024, donc juste avant les Jeux, on a eu en fait, la chance de pouvoir ouvrir notre pôle d'excellence hydrogène, où vous allez retrouver à la fois les camions hydrogène, ce dont on vient de parler, mais aussi notre première station hydrogène. Donc elle est juste le long de la 6, 30 km d'ici, donc au sud d'Evry. Donc vous pouvez la voir en fait en descendant vers le sud en prenant la 6. Et là en fait nos clients viennent se ravitailler avec nos véhicules sur la station hydrogène. Et l'hydrogène nous est fourni aujourd'hui par un des premiers acteurs en France en fait de l'hydrogène renouvelable, puisque l'hydrogène est produit à partir en fait d'électricité d'éolienne. D'accord, donc de l'électricité décarbonée. Vous avez travaillé pendant les Jeux? Alors on a travaillé pendant les Jeux, on a eu cette chance-là, puisque le fournisseur en fait, de notre pile à combustible est un grand acteur en fait, japonais donc, de l'automobile, qui fait donc, des voitures à hydrogène. C'est Toyota pour ne pas le nommer, c'est ça? C'est exactement ça. Okay. Donc, on travaille avec eux et les piles à combustible qu'ils mettent à disposition sur les automobiles, on a pu en fait, avoir un accord avec eux pour pouvoir les utiliser pour nos poids lourds donc, hydrogène. Et ils ont voulu, dans le cadre des Jeux, démontrer en fait tous les cas d'usage de la pile à combustible. Donc on a particulièrement travaillé avec eux pour avoir donc un camion hydrogène qui transportait donc ces petites voiturettes que Toyota met à disposition du CIO sur les sites des Jeux. Donc si vous avez eu l'occasion en fait d'aller participer à des épreuves sur la région parisienne, sachez que les petites voiturettes dans lesquelles vous avez pu être convoyés en fait sur les sites des Jeux, elles ont été transportées de façon en fait totalement propre par un camion hydrogène et avec une pile à combustible de partenaire. Qu'est-ce qu'il faut pour passer à l'échelle ? Alors, ce qu'il nous faut pour passer à l'échelle, c'est effectivement des acteurs qui soient très engagés. On sait aujourd'hui en fait que le contexte a pas mal changé, que on a pas mal d'autres priorités que la transition écologique. Moi, je le regrette en fait à titre personnel, mais je pense qu'aujourd'hui, comme on le disait tout à l'heure, il y a cet invariant-là. C'est que quoi qu'il arrive, en fait, ça se rapproche, et donc il faut qu'on ait en fait des solutions. Donc il faut continuer à avoir des donneurs d'ordre en fait et des transporteurs engagés pour pouvoir exploiter les véhicules. Et puis il faut pouvoir développer les réseaux et développer justement en fait de façon économique l'industrie donc de la mobilité hydrogène. Et pour pouvoir faire ça, on est aidé, c'est-à-dire qu'on a eu la chance en début d'année de pouvoir bénéficier du soutien en fait des agences de l'État, de l'ADEME, puisqu'on bénéficie de subventions pour la mise à la route des véhicules qu'on retransmet aux transporteurs. Ça leur permet d'abaisser le prix en fait d'acquisition donc du véhicule. Donc de ce côté-là, on a plutôt des bonnes nouvelles. Et après sur le carburant hydrogène, voilà. En déployant encore plus en fait de camions, donc on consommera encore plus d'hydrogène propre, on retirera encore plus d'émissions CO2, mais ça veut dire aussi que tous les producteurs d'hydrogène pourront eux aussi en fait avoir une demande conséquente pour pouvoir eux-mêmes développer donc leurs électrolyseurs pour produire de l'hydrogène propre. Merci beaucoup Overy Tung et bon vent à illico. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à Alexis Mathieu, Marie Billat, Juliette Millierina à la production, à la programmation, Xavier Sanchez le réalisateur, Thibaut Gouré, la fond, l'ingénieur du son. Salut.